Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre sur les pages YouTube et Facebook de Regard. Le débat que Regard vous propose aujourd'hui d'animer est le premier d'une longue série puisque nous avons décidé que chaque mois, nous ferons débattre et se rencontrer des personnalités de la gauche et des écologistes sur des thèmes bien précis. Aujourd'hui, le thème porte sur la République qui est très discutée en ce moment. La République et la laïcité, d'ailleurs, sont deux thèmes qui souvent clivent à gauche. Et la première à avoir dégainé, c'est la maire de Paris, en attaquant notamment les écologistes et leur rapport à la République. Et puis, il y a eu aussi cette passe d'armes sur Twitter entre Alexis Corbière et Emmanuel Grégoire. L'un est député de la France Insoumise, l'autre est premier adjoint à la maire de Paris. Ils ont pourtant milité ensemble de longues années au Parti Socialiste. Ils se connaissent depuis plus de 20 ans. Mais ils ont pris des trajectoires différentes. L'un est au Parti Socialiste, je l'ai dit, l'autre à la France Insoumise. On va y revenir sur tout ça, évidemment. Je laisse place maintenant au débat que vous pouvez commenter et suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag FIPS le débat. Et c'est Catherine Tricot qui anime ce débat. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. Merci d'avoir accepté donc, notre invitation tous les deux. Merci de l'invitation. La première question, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver? Vous êtes amis, comment vous vivez vous êtes connus l'un et l'autre, vous avez milité ensemble au Parti Socialiste et maintenant vous n'êtes plus ensemble. Vous menez des combats côte à côte, séparés, frontalement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça qu'il faut expliquer, sinon votre question, ou ta question, Catherine Tricot, parce qu'on se connaît, et ça va être d'ailleurs un problème de tutoiement ou vouvoiement avec Emmanuel, c'est qu'il y a un statut particulier pour ce qui est du rapport que je peux avoir avec Emmanuel Grégoire. C'est que je connais Emmanuel depuis longtemps. Effectivement, comme tu l'as dit, moi, mon engagement, il est à l'image d'un engagement d'un homme de gauche assez classique, à mi-chemin entre les années 80, 90, 2000. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à militer dans mes organisations, on va dire, trotskistes pour faire simple. Puis après, j'ai rejoint le Parti Socialiste parce qu'il y avait un courant dit de gauche, la gauche socialiste au sein du Parti Socialiste. Dans un moment particulier, je ne vais pas développer, mais il y avait une stratégie, on allait prendre la direction du Parti Socialiste pour pousser à gauche, c'était ça l'idée. On s'est un peu trompé, mais il y avait des gens intéressants, dont Jean-Luc Mélenchon, et puis après, à partir du débat 2005, le traité constitutionnel européen, une analyse de la situation, une rupture avec le PS. Bref, moi je militais dans le 12e arrondissement, à Paris, à une époque c'était encore la droite qui dirigeait la ville, dans une section du 12e arrondissement qui était un peu, alors Emmanuel dira les choses, à l'époque le parent pauvre un peu du Parti Socialiste à Paris, qui avait ses gros bastions dans d'autres arrondissements, mais il y avait un 12e où il y avait un peu les gens c'était l'arrondissement de droite, ils passeraient jamais à gauche et tout, mais ça a été le foyer quand même de plein de gens, d'une victoire en 2001, c'est l'arrondissement qui fait basculer, voilà. Et moi dans cette section j'animais la gauche socialiste. Et il y avait Emmanuel Grégoire aussi qui était adhérent de cette section. Donc tout ça nous ramène aux années... il y a 20 ans. Il y a 20 ans. 20 ans, ouais. Comme quoi, on n'a pas changé. Non. On n'a pas changé, alors on reviendra sur ça. J'ai entendu. Et physiquement, je disais après. Non, c'est un vrai plaisir de retrouver Alexis parce que effectivement, on a fait un compagnonnage politique pendant longtemps. On a beaucoup de points communs, Alexis et moi. On a des racines biterroises. C'est vrai. Lui d'origine, moi, ma famille s'y est installée plus tard. Évidemment, le 12e, et puis aussi maintenant sa circonscription d'élection, puisque c'est la ville où j'ai vécu toute mon enfance. J'ai vécu à Bagnolet d'abord et à Montreuil ensuite. Et donc, on a beaucoup de points en commun. Et Alexis était une des personnalités importantes de la section du 12e. Tu étais premier adjoint à la mairie entre 2001 et 2014. Voilà, ça a été un compagnon de route. On s'est déjà souvent bataillé politiquement. On était très proches aussi. Il y avait beaucoup de combats communs. Vous avez bataillé politiquement déjà dans les années 2000. Nous étions très proches, c'est-à-dire que... je ne vais pas révéler des secrets sur lui, mais... On a bataillé politiquement, mais on a surtout eu des combats communs, sur notamment des sujets peut-être aujourd'hui sur lesquels on a des regards différents, mais sur les combats européens, sur la question de l'égalité. Voilà, je viens d'une famille d'extrême gauche, ma culture historique d'éducation est plutôt extrême gauche. Voilà, et donc on a beaucoup partagé. Voilà. Et donc c'est un plaisir de le retrouver. Et puis je pense qu'on fait partie des personnalités de dialogue qui peuvent aider à renouer des liens qui ont été distendus par le temps. D'accord, par le temps ou par des trajectoires différentes? Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as changé depuis 20 ans? Comment vous analysez finalement ce parcours militant
et qui se confond avec celui de la gauche tout entière, hein, puisque 2001-2002, on va dire, on est vraiment à 20 ans de cette gauche plurielle qui se fracasse en 2002 et avec tout le chemin qui va se faire après et qui conduit à la situation qui fera l'objet de notre discussion. Est-ce que tu as changé, Emmanuel? D'abord, oui, enfin, c'est plutôt aux autres d'en juger, mais oui, on change parce qu'on grandit, on a des expériences personnelles, des expériences professionnelles, puis politiques qui évidemment influent. Je pense qu'on a quelques points communs fondamentaux et qui me paraissent extrêmement importants. L'idée qu'on a une conviction forte, c'est que la politique, c'est un lieu de transformation, d'exigence et d'ambition. Je pense que nous avons bifurqué, nos chemins ont bifurqué. À un moment donné, on a considéré que le meilleur instrument au service de ces valeurs n'était pas le même ou plus le même. Un, parce qu'il s'épuise, d'autres parce que même si il faut le transformer, ça reste un lieu de l'efficacité. Et donc voilà, oui, on a sans doute un peu divergé à un moment, mais moi j'ai la conviction que ce que nous vivons, personnellement, enfin de façon beaucoup plus importante que notre petite vie personnelle, politiquement dans les fractures de la gauche, est un moment pas si singulier que ça dans l'histoire de la gauche. C'est un moment régulier de crise où la gauche se divise et parfois elle retrouve le chemin de l'union, le chemin de la convergence, le chemin de l'efficacité. Si on peut essayer à faire en sorte que ça se produise dans les mois et années qui viennent, je pense que ce sera bien au nom de nos combats communs. Et toi, est-ce que tu penses que tu as changé ou que tu es revenu à tes engagements d'origine? Comment tu analyses ton parcours ces 20 ans? Bon, alors c'est difficile de se juger soi-même. Non, moi je continue à avoir la même conviction, pour dire simple, qu'il faut changer le monde, pour faire simple. Après, il y avait une époque, les années 80, encore où il y avait un peu les années 70 qui étaient là, une idée peut-être sur un modèle révolutionnaire classique qui a pu animer ma jeunesse. Moi je pense qu'aujourd'hui dans un pays comme la France, ça passe par des transitions démocratiques évidemment, mais après on appelle ça la révolution citoyenne, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une articulation entre des mouvements populaires et des choix dans les urnes. Et après, bon, donc il y a des choses qui sont des constantes, mais après il faut changer. Je veux dire, le monde change, et ne pas changer, c'est pas toujours la marque d'une fidélité, ça peut être même la marque d'une forme de renoncement à certaines choses, en ne voulant jamais rien changer finalement, et en croyant, et là-dessus c'est déjà un désaccord que je peux avoir avec Emmanuel, c'est qu'il y a des forces politiques qui sont là, quoi qu'il arrive, qui sont dominantes, parce que l'histoire les a fait comme ça et que quelque part ça ne doit pas changer. Le choix qui était le mien de rejoindre le Parti Socialiste, c'était un choix très particulier dans un moment, parce qu'il y avait un courant qui combattait au sein du Parti Socialiste, et quand j'ai fait l'analyse que ce parti, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas éternelles, devenait, comment dirais-je, un obstacle pour ce changement-là, par l'hégémonie qu'il revendiquait tout le temps, par la place qu'il occupait, et qu'il fallait construire d'autres choses, de ce point de vue-là, c'est parce que je ne voulais pas changer mes convictions que j'ai rompu avec ce parti. Et je pense que c'est ça, le monde d'aujourd'hui, de 2021, n'est pas le même que celui où quand j'étais jeune homme, où deux grandes organisations, le PS et le PC, organisaient la gauche, et où évidemment des dynamiques populaires se faisaient quand les organisations politiques se rassemblaient. Moi j'aurais été militant conscient dans les années 70, j'aurais été un artisan de l'union de la gauche. Parce que dans les années 70, si on voulait battre la droite, ça crée une dynamique, et la victoire de 80 vient de là. Mais aujourd'hui, on le voit bien, il ne s'agit pas seulement de dire qu'il faut que les partis se réunissent, il ne faut pas qu'ils se divisent pour rien, pour que ça crée cette dynamique populaire. La question c'est, qu'est-ce qu'il faut proposer à des gens qui ont un rapport critique parce qu'ils ont des expériences douloureuses, qui m'amènent moi d'ailleurs à rompre avec le Parti Socialiste, qui est aussi un désaccord que j'ai avec Emmanuel, parce que les gens ont une mémoire. Il y a peu de temps, la gauche, elle gouvernait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, comment on construit, si on veut rester fidèle à des idées, des choses où finalement l'appartenance du parti est un peu secondaire, c'est quelle dynamique populaire on crée, quel programme on met en avant, quelles idées on met dans la société. Si on pense qu'il suffit d'être sur une position dominante en disant ben voilà, ça va revenir vers nous parce que c'est nous les raisonnables, c'est autour de nous, ça marche pas. Enfin, moi je ne crois pas. Donc là-dessus, il y a quelque chose qui est, et au-delà du plaisir de discuter avec Emmanuel, c'est surtout discutons le programme. Si on va y venir sans doute dans la discussion. Il faut confronter les programmes parce que si c'est, et de certains points, le fait qu'on s'entende bien ou que j'ai pas de problème personnel avec Emmanuel illustre le fait que moi j'ai pas de désaccord. Personnel, artificiel avec le Parti Socialiste, j'ai un désaccord politique. Je veux dire, voilà, c'est même avec Anne Hidalgo que j'ai connu à une époque, j'ai pas d'affaires personnelles. À la différence encore, j'espère que Emmanuel s'expliquera. Il t'a tendu un peu, si tu permets on se tutoie alors tout va bien, mais inutilement des choses dernièrement dans des controverses avec Mélenchon où de suite c'était l'insulte et l'attaque. Moi je pense que ça sert à rien. Que Emmanuel ne soit pas d'accord avec Mélenchon, je ne lui en fais pas reproche, c'est normal. Mais que ça commence de suite par des trucs durs, blessants,
Ça sert à rien, ça. Moi, je suis pour la discussion politique, même si elle est vive, et ça, c'est normal. Un dernier petit mot, Emmanuel. Est-ce que le Parti socialiste est resté le même? Est-ce que le Parti socialiste d'aujourd'hui, c'est celui de l'union de la gauche dont vient de parler Alexis, celui de la gauche plurielle autour de Lionel Jospin, ou est-ce que il n'y a pas eu quelque chose qui a évolué dans un certain sens, qui vous a quand même mis sur le bas-côté de la route, dans un point à un niveau de discrédit politique très grand? Comment tu vois, je ne parle pas, alors là du coup toi tu restes au Parti Socialiste, mais finalement ton écart avec le Parti Socialiste, comment il a joué? Alors d'abord, moi j'ai une fidélité à mon parti, pour reprendre la vieille formule, tu fais partie Alexis, on a un peu gardé la vieille maison. Je veux bien que tu fasses indirectement le procès du socialisme en responsabilité, notamment le quinquennat Hollande, on y reviendra sans doute. Enfin, ton départ du Parti Socialiste et la rupture de Mélenchon avec le Parti Socialiste, elle est bien antérieure à ça. Et notamment, elle se cristallise à la fin d'un quinquennat sous Lionel Jospin, sur lequel on peut avoir tous les jugements qu'on veut. Enfin, globalement, je trouve que c'était un bilan extrêmement performant, au point de vue des conquêtes sociales, au point de vue de la méthode, pas parfait sans doute, mais enfin, extrêmement convaincant. Et un moment de cristallisation qui s'est quand même structuré sur la question européenne, et qui est un sujet fondamental sur lequel la gauche devra travailler dans les années qui viennent, y compris parce que je pense que dans la lecture critique qui est faite du quinquennat de François Hollande, la question du rapport de force à l'Europe et de ce que certains voudraient positivement appeler le pragmatisme dans la relation à l'Europe, et de l'autre le renoncement dans le rapport de force sur le TSCG, sur la question de la gouvernance européenne et de la façon dont Hollande a négocié avec Merkel. Mais en réalité, nous avons une histoire commune qui est extrêmement forte. Et mon propos n'est pas de dire qu'on est d'accord, c'est bien évident que sur plein de sujets, nous ne sommes pas encore. C'est sur le pas encore, parce que je fais un constat simple, et à mon avis, il serait intéressant de le débattre. Si nous théorisons collectivement le caractère irréconciliable ou irréductible des fractures de la gauche, on peut chacun de Manuel Valls, se dépanouir. Non, pas seulement. De Anne Hidalgo en 2014. Non, pas du tout. Je vais t'en dire deux mots. Alors. Oui, tu peux. Je parle globalement. Au-delà d'ailleurs du sujet de la relation au PS et à la LFI. Il faut que nous trouvions un chemin des méthodes, de dialogue, pour se mettre d'accord sur un projet. Le Parti Socialiste, depuis 2 ans, il a appris l'humilité. Hein. Et si jamais il ne l'avait pas fait lui-même, les électeurs s'en sont chargés. Hein. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas faire à ce parti un procès en volonté d'hégémonie. C'est pas vrai, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, tous les gens qui sont au Parti Socialiste et qui restent fidèles, et j'en suis, fidèles à une histoire, fidèles à des valeurs, disent 2 choses. La première, c'est qu'on ne trouvera pas pour 2022 la solution dans l'unique ambition de reproduire des mécanismes qui ont marché. La gauche plurielle, c'était magnifique. Vouloir la singer nous conduirait à l'échec. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut nous dépasser. C'est d'ailleurs une des choses que j'ai plutôt appréciées dans l'initiative mouvementiste de la LFI. C'est qu'elle consistait aussi à se projeter sur des organisations différentes, sur des modes de délibération différents, dans un parti que tu as fréquenté plus longtemps que moi, et dont effectivement on observait le côté entre-soi, enfermement. Et donc, travaillons à ça, il faut nous dépasser, il faut nous projeter dans des collectifs politiques différents de l'addition de nos petites formations politiques. Et si j'ai un regard critique sur moi-même, je pense que tu peux l'avoir aussi sur la LFI, et qu'on doit mettre à profit les mois qui viennent pour nous y préparer. D'accord. Alors, petite question, maintenant on va passer sur la partie un peu plus politique globale, donc j'ai envie de vous entendre sur... Vas-y. Parce que, mais on va passer à la suite, parce qu'il faut passer à la suite. Parce que moi, avec tout le respect que j'ai, tu vois, la manière dont tu réponds, c'est typique Parti Socialiste. C'est-à-dire que c'est flou, on ne sait pas très bien ce que tu veux dire, tu dis il faut réfléchir, il faut machin, mais oui, mais c'est quoi les idées ? Tu dis, on a appris l'humilité, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, je ne connais pas un congrès du Parti Socialiste ni une résolution qui attire un bilan du gouvernement Hollande, ce pourquoi il a échoué. Ça m'intéresse. Tu lis beaucoup moins la littérature socialiste qu'avant, je n'en doute pas. Mais non, manifestement non. Bon, je ne sais pas sur le CICE, sur l'Europe,
Tu dis le rapport de force, Hollande, il est élu, quelques semaines après, il doit renégocier le pacte de stabilité. Le rapport de force lui a été donné par le peuple français, il ne le fait pas. Tu es dans cette histoire aussi, toi. Tu es au cabinet de Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault sur l'ASAD, Notre-Dame-des-Landes, sur le CICE, sur tous ces sujets. Mais je ne veux pas te coincer, mais il faut qu'on discute concrètement parce que... Oui, mais c'est exactement la question. C'était la question que j'allais poser. Rentrons dans le concret. Il se trouve qu'Emmanuel Macron... Parce que là, il a fait une réponse qui ressemble beaucoup à un discours LFI contre le PS. Donc, essayons de sortir un peu de ça et de rentrer sur les détails, et ça nous permettra de préciser. J'entendais bien aussi, comme Alexis, quand tu as dit que c'était vous n'étiez plus un parti hégémonique et vous aviez appris l'humilité, ça ne fait pas un projet politique. Ça fait mieux une attitude. D'ailleurs, tu m'interrogeais pas sur le projet politique, tu m'interrogeais sur le rapport du PS à sa conception du rôle qu'il doit jouer et de sa centralité ou pas. Avançons et puis on va voir si on arrive à se comprendre. Et si tu permets, je peux raconter une anecdote là-dessus, de rupture aussi avec Emmanuel. C'est qu'en 2014, quand nous présentons des listes, j'ai déjà rompu avec le PS, nous présentons des listes à Paris. Au soir du premier tour, on fait sur l'ensemble de Paris 6 à 7%. Il y a des arrondissements, notamment dans le 20e où Daniel Simonet sera élu, on a plus de 10, mais en gros, on veut aller discuter avec le Parti Socialiste pour fusionner, on veut une fusion technique. C'est vous qui l'a refusé à l'époque. Donc ce que je veux dire, c'est que l'histoire, il ne faut pas la raconter à l'inverse. Ceux qui refusent. Donc Alexis, ça écrit une histoire où à une époque, je veux dire franchement, Anne Hidalgo, toi, etc., c'était allez vous faire voir. Bon, je referme la parenthèse. Moi, je n'accepte pas l'idée que la France insoumise serait en quelque sorte ceux qui refusent le dialogue. Et d'ailleurs, dans les régionales qui viennent, j'en dirai deux mots, nous parlons avec tout le monde, y compris avec le PS. Et si je te parle aujourd'hui, c'est aussi pour illustrer ça, parce que je pense qu'il faut discuter. Ouais. Mais il faut vraiment rompre avec le PS dans ce qu'il a de plus terrible. C'est le grand chloroforme de la discussion sympathique. Moi, je m'entends bien avec toi, j'ai pas de problème. Mais discutons sur le fond et on va y venir. Parce que sinon, on se dit rien. Deux choses. Je dis la même chose que toi. Tu peux pas nous taper dessus pendant une campagne électorale et plaider pour la fusion technique entre deux tours. Ça n'existe pas. Bah, le rationale de la gauche, c'est ça. C'est se taper dessus et se rassembler. Non, tu as placé le terrain et je le partage sur le plan du projet. Tu ne partageais pas le même projet qu'Anne Hidalgo en 2014. Il est curieux de lui faire procès, de ne pas avoir choisi de faire une fusion technique, comme tu l'appelles, entre les deux tours. Les fusions, c'est politique, c'est sur la base d'un projet partagé, dans lequel il y a une solidarité de gestion, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les voies singulières ultérieurement. Mais bon, partons du principe que, nous mettons de côté les histoires anciennes et essayons de nous projeter sur c'est quoi les grands axes politiques que nous voulons défendre, sur les points sur lesquels nous avons des désaccords et le moyen de les lever. Alors je vais te dire quelque chose qui va peut-être te faire dresser les choses sur la tête. Emmanuel Macron donc est élu président de la République, il sort direct des ministères et de l'Élysée sous François Hollande et finalement il fait une politique qui dans ses degrés n'est pas comparable à ce qu'aurait fait le Parti Socialiste très probablement. Je ne dis pas qu'il fait la même politique que François Hollande, mais au fond, il ne diverge pas dans les choix finalement de essayer de trouver de la compétitivité, de la performance pour après pouvoir redistribuer. Au fond, il continue dans cette logique-là. Et d'ailleurs, ça a séduit pas mal de socialistes qui ont rejoint ou qui restent, ou d'électeurs socialistes. Donc, comment tu vois cette histoire, comment on se dépatouille de ce sparadrap sur la chaussure? C'est-à-dire la critique profonde de la politique d'Emmanuel Macron qui interfère, qui renvoie finalement à la possibilité ou non d'ouvrir une alternative à cette politique-là et donc à une critique de ce que vous avez fait. Tout à fait. Deux éléments d'analyse. La première, c'est que le quinquennat de François Hollande a mal fini. Il a mal fini politiquement, pour lui d'abord, à tel point qu'il a renoncé à se représenter, et conséquemment, il a mal fini pour le Parti Socialiste, qui était, et c'est normal en démocratie, comptable de ce bilan. On pourra refaire l'exégèse de ce qui était bien, pas bien, etc. Mais enfin, incontestablement, les électeurs nous en ont tenu grief. Et on a vu effectivement, à mon avis, se produire un phénomène classique à gauche qu'on avait déjà observé, qui a bénéficié d'un côté à Emmanuel Macron, pas auprès des socialistes, il n'y a malheureusement pas assez de militants socialistes par rapport à l'électorat qui a rejoint Emmanuel Macron, mais par rapport à une sensibilité, on va dire, de gauche, de centre-gauche, qui a été attiré par ce discours moderne, etc., et qui aujourd'hui, assez largement, en tout cas les enquêtes d'opinion le laissent à penser, a considéré que cette promesse-là a été largement trahie
trahi. Et puis, une partie de l'électorat s'est portée sur Jean-Luc Mélenchon, et l'espace entre les deux s'est réduit. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est à la fois d'avoir un regard lucide sur ce qui a été mené entre 2012 et 2017, y compris pour comprendre pourquoi, quand bien même nous, on penserait que c'était bien, pourquoi l'électorat ne l'a pas pensé. Et en démocratie, quand l'électorat ne le pense pas, c'est que vous avez raté votre objectif. L'histoire peut toujours avoir un regard plus indulgent. Enfin, les électeurs, c'est eux qui décident. Et la deuxième chose, c'est, je pense, l'intégration de ce que je considère être une crise historique pour le Parti socialiste. Je considère que le Parti socialiste est arrivé à un fin de cycle historique, y compris sur la question fondamentale que tu évoques, qui est celle du système productif, de la croissance redistributive, comme moteur du progrès social et de la redistribution. C'est un mécanisme qui est épuisé parce qu'il ne se traduit pas suffisamment en actes quand on a été en responsabilité. Ça avait été le cas entre 1997 et 2002, mais parce qu'à l'époque, il y avait une croissance beaucoup plus forte. Ça n'a pas été le cas sous le quinquennat Hollande. Et c'est vrai qu'il y a eu un choix fait sous le quinquennat Hollande que je regrette parce qu'il n'était ni équilibré ni efficace. C'est d'ailleurs au cœur du débat que nous devons avoir pour la gauche sur ce que nous devons faire. C'est celui de miser sur la compétitivité de l'économie au profit de la redistribution. Rappelez quand même que ce n'est pas le même objectif que ceux qui se préoccupent de la compétitivité et pas de la redistribution. Donc il y a quand même des nuances. Mais ensuite, ça n'a incontestablement pas marché. Et c'est un sujet dont nous devons travailler à gauche. C'est comment, dans un projet pour le pays, on emmène tout le monde, comment on nourrit les valeurs qui nous sont communes, à Alexis et à moi, et bien heureusement à d'autres, sur la question du progrès social, de l'égalité, de la justice sociale. Et il faut rentrer donc après plus dans le détail pour éviter les reproches de généralité que pourrait formuler Alexis, sur comment on le fait, comment on le construit ensemble et comment on le rend crédible. D'accord. Alexis, toi tu vois quoi? Un continuum, une différence de nature? Je dirais, est-ce que pour toi, finalement, Emmanuel Macron était déjà dans l'œuf et finalement dans une continuité, c'est ça que suggérait ma question, il y a une continuité de philosophie, je ne dis pas exactement de politique, mais de philosophie, et que c'est ça le problème, au fond, pour le Parti socialiste aujourd'hui? Ça me semble une évidence. Emmanuel Grégoire disait le quinquennat Hollande a mal fini. Non, il a mal commencé. Oui. Il commence mal. La question européenne est centrale. Et s'il y a une controverse intellectuelle entre Emmanuel Grégoire, ce qu'il représentait, et moi, c'est aussi sur l'Europe. Ne faut-il pas désobéir aux traités européens? Ne faut-il pas engager de nouveaux rapports de force? Et la question du pacte de stabilité, quand un homme est élu comme François Hollande en disant « mon ennemi, c'est la finance, je renégocierai le pacte de stabilité européen », et qu'aussitôt il ne le fait pas, ça montre une forme de renoncement sur ces questions-là, de marge de manœuvre. Deuxièmement, le gouvernement Hollande, et il sait pourquoi, toi, Emmanuel Grégoire, comme membre du cabinet de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, tu as une responsabilité. Et je ne dis pas ça pour avoir des controverses inutiles, mais pour que chacun se regarde. Moi, des bêtises et des erreurs, on a pu en faire, mais notamment Jean-Marc Ayrault, le CICE, c'est une erreur fondamentale que Emmanuel Macron continue. C'est terrible. Ce que tu as décrit après, tu as dit la politique, l'offre et la demande, etc. Bon, une erreur fondamentale. Nous portions ces critiques à l'époque. Nous, au sens large, la revue Regard, ce que représente Mélenchon et beaucoup d'autres. Bon, à l'époque, donc nous avions raison, vous avez tort, etc. Alors je dis pas ça pour là encore. Tu as une culture de la bataille interne que tu perds. Enfin, c'est pas, moi ça t'est arrivé de mener des combats internes pour peser sur une ligne. Jean-Marc Ayrault ne menait pas ce combat. D'abord, c'est pas tout à fait vrai. D'abord, la vie d'un gouvernement, c'est compliqué. Mon propos n'est pas de dire ça. Mon propos est de dire. Je te coupe parce que ça m'intéresse. Le ciment idéologique du Parti socialiste. Non, alors, c'est ça qui nous intéresse. Non, exactement. Non, mais là il parle de Jean-Marc Ayrault. C'est ça, parce que Emmanuel, je veux pas ramener. Attends, alors si tu sous-entends que, en gros, Jean-Marc Ayrault n'était pas d'accord avec le CICE, il a perdu les arbitrages. Ça, c'est la pire maladie du Parti socialiste et de la gauche au sens là. En gros, il était là, il a fait des choses qu'il ne voulait pas, mais pas. Non. Je dis pas ça. Non, ce que je veux dire, c'est que les gens, au-delà de ce qu'on pense tous les deux, les gens ont la mémoire de tout ça. Pourquoi Benoît Hamon, qui est un homme tout à fait honnête, que je connais Benoît depuis plus longtemps que toi, ça c'est sûr, fait 6%? Parce que il y a encore cette mémoire. Pourquoi la candidate que tu défends, elle est scotchée encore à la même chose? C'est que cette mémoire est encore là. Donc si on veut s'en sortir, et j'avance dans le débat pour la suite, il va falloir, non pas pour des sectarismes et des exclusions, mais un peu comprendre le moment politique dans lequel on est.
Où le danger, c'est que tout ce que toi et moi, même les désaccords ou les accords que nous avons, soient emportés dans une solution autoritaire. Mais comprendre qu'on est dans un moment où il faut réimaginer quelque chose d'original. Et pas uniquement par des combines. C'est pour ça que ce que je reproche, c'est que oui, le CICE était une erreur. Oui, la politique qui est menée de renoncement par rapport au traité européen était une erreur. Et la direction du Parti socialiste, toute une série de gens, nous ont menés dans le mur, nous au sens large. Quels sont les nouveaux concepts que vous pourrez mettre sur la table au-delà de la compétitivité et de la croissance? Est-ce que d'abord vous reprendriez aujourd'hui encore quelle place vous donnez à la question de la croissance? La question sur le plan, ce qui est d'ailleurs une question à la fois économique et démocratique, c'est la question de la répartition des richesses. On revient à une question fondamentale pour la gauche, fondamentale. Et notamment, et je partage les réserves, même les critiques que tu formules sur ce choix de favoriser une stratégie d'offre, on va dire, qui s'est faite en favorisant beaucoup trop les entreprises et qui, a posteriori, s'est révélée trop peu efficace sur le plan redistributif. Ce qu'il faut que nous arrivions à conjuguer, et peut-être là aussi une différence que nous avons avec Alexis, c'est d'abord de rappeler que nous ne vivons pas dans un monde isolé. Nous ne vivons pas dans un monde isolé. Et ça mériterait qu'on ait du temps pour en parler, mais il ne faut pas faire croire que l'on peut s'affranchir sans conséquences gravissimes pour l'économie, pour le pouvoir d'achat, pour l'emploi, des traités européens. Et c'est peut-être l'un des points... Parce qu'on est vraiment dans les conséquences gravissimes actuelles en restant dans le cadre des traités. Aujourd'hui, l'un des désaccords profonds que j'ai avec la France insoumise, c'est le caractère incantatoire de l'ambition européenne. Je partage totalement l'idée qu'il faut considérablement renforcer le rapport de force et sans doute aurions-nous dû le faire en 2012, à l'époque que tu évoques. Mais la théorie du plan B, la théorie de la sortie des traités, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Ça s'appelle sortir la France de l'Union européenne. Donc aujourd'hui... Non mais là tu évoques le cadre contraint. Oui, mais on est dans un monde et on ne peut pas l'ignorer. Admettons, ça se discute. Moi, ce qui m'intéresserait là, dans un premier temps, c'est de savoir, supposons qu'on peut desserrer la contrainte, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que finalement, tout ça n'a été fait qu'au nom de la contrainte, ou alors il n'y a pas d'autres idées? Non, il y a beaucoup d'autres idées. J'ai un peu peur qu'il n'y ait pas... Ah, bon, alors, c'est ça que il y a beaucoup d'autres idées. Les autres idées, il y a beaucoup d'autres idées, notamment faire une société plus égalitaire et plus libre. La conséquence des aides aux entreprises, ça consiste à priver le budget public de moyens d'intervention affectés à autre chose. Et donc, en matière de soutien à la formation, en matière de création de dispositifs d'accompagnement à l'emploi, en matière de création d'emplois publics, en matière d'accompagnement pour la création d'entreprises, parce que c'est pas mal le monde de l'entreprise, il y a un énorme vivier d'investissement public au profit direct des Françaises, des Français, notamment des jeunes qui veulent entrer dans l'emploi pour l'accompagnement de la reconversion des seniors, etc. Et donc nous avons, dans la matrice d'action publique de gauche, qu'elle soit d'ailleurs portée par le Parti socialiste, elle peut l'être par la France insoumise, elle peut l'être par d'autres partis de la galaxie de gauche, des outils et des objectifs précis à mettre en œuvre qui ne passent pas par uniquement la défiscalisation des entreprises en espérant que ça fera par ruissellement de la création d'emplois. Et donc, moi je veux bien qu'on caricature, qu'on s'enferme dans l'idée de la critique de ça. Tu permets, la caricature, c'est quand en 2012, on explique qu'on va libérer de 20 milliards les impôts d'entreprise et qu'elles vont créer de l'emploi. Nous, on vous dit, il faut conditionner, ça ne marchera pas. C'est vous qui avez tort et qui êtes caricaturaux dans l'incantation. Oui. Le patronat, parce qu'on va lui faire payer 20 milliards de moins, ce qui n'a pas lieu. Alexis, ne simplifie pas. C'est vous qui simplifiez à l'époque. Ne simplifie pas à l'extrême. Tu sais très bien qu'à l'époque, à l'intérieur même du Parti socialiste, des gens ont beaucoup pesé, plaidé, pas que les frondeurs. Martine Aubry plaidait pour ça, ils ont perdu. Plein d'autres personnalités. Mais alors donc ne simplifie pas en disant le PS c'est le mal qui n'aide que les entreprises. Non, c'est toi qui simplifie. Je parle d'une discussion. Emmanuel, attends, pardon. J'aimerais pardon moi, c'est mon côté, même si j'ai parfois le verbe, moi je simplifie pas.
c'est des débats, je te répète, pour l'avenir qui sont importants. Oui. Parce que tu dis, à ce moment-là, il y a des erreurs stratégiques. C'est pas les bons et les méchants, une erreur stratégique dans la non-construction d'un rapport de force, dans l'illusion que finalement le patronat, sans rapport de force social, sans rapport de force législative, va faire des choses. Et c'est la même chose sur l'Europe. Il faut construire des rapports de force au niveau européen. D'accord? Il faut dire que telle chose, Totalement. on va oui, mais tu dis totalement, on va désobéir et on va le renégocier. Alors, il y a une autre stratégie. Mais, oui, mais tu souris. Mais si on ne fait pas Non, ça, mais parce que oui, il faut. La France, elle doit dire que, par exemple, il faut donner des marges. Quand tu es président de la République, que tu aspires à l'être, ta ligne ne peut pas être la désobéissance. Si. Non. Si. Ah bon? Alors donc une différence entre nous. C'est pas le Bah, registre François de Hollande l'obéissance ou élire, de la désobéissance. François Hollande se C'est fait le élire registre en 2012 en disant je vais renégocier. C'est le registre de l'ambition Non, mais c'est politique une et du parole projet. politique. C'est pas de la désobéissance. Un président de la Ah République, bon? ça ne désobéit pas Ah bon? à Angela Merkel. Ça impose son agenda et son calendrier. Enfin, faisons attention aux mots. Et je sais très Donc, bien non, mais alors, comment à on fait, quoi alors ça renvoie. Comment on fait? Eh bien, il faut poser. Non, mais Oui, comment on François fait? Hollande. Il faut se rappeler du contexte dans lequel Non, attends, pardon, Emmanuel, attends, excuse-moi. Le Parti Socialiste, tu rappelles que j'y étais, chaque fois c'était, et maintenant l'Europe sociale. Chaque fois, chaque élection européenne, on allait, et ça ne marche pas. Donc, il y a des peuples et il y a des États qui seront d'accord avec nous pour créer de nouveaux rapports de force. Parce que l'Europe actuelle, la manière dont elle fonctionne, y compris, elle est sous domination de la droite allemande et des intérêts de la droite allemande. D'accord? Et puis des frilosités nationalistes. Donc, ce que je veux aussi. dire, c'est qu'il faut assumer cette discussion et le dire en toute honnêteté. Si on fait croire aux gens, et là on en revient, on avance peut-être dans la discussion, qu'on va à nouveau la bonne vieille gauche à la papa, qui va revenir au pouvoir et qui au niveau européen va, parce que on va renégocier avec je ne sais trop qui, ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été le mandat donné par François Hollande, ça ne marchera pas. Les gens vont devenir fous si on leur fait croire ça. D'accord? Moi je pense qu'il faut dire ce qu'on fera, que moi je ne suis pas en soi... Et c'est quoi le plan B, par exemple, Alexis, sur la question européenne? C'est quoi le plan B? C'est de renégocier, notamment de pouvoir emprunter directement auprès de la Banque Centrale Européenne, que les États puissent le faire, que ça ne passe pas par des banques privées. C'est actuellement le cas en partie. Enfin, Ah bon? Pardon, mais moi ce que j'ai l'impression, l'impression, c'est que notre problème, il n'est pas qu'un problème de desserrer la contrainte, que ce soit la Oui, contrainte européenne ou la contrainte budgétaire, puisqu'en fait ce que tu as évoqué, c'est en donnant cet argent aux entreprises, nous n'avons pas pu faire une politique de formation, une politique de redistribution. En tout cas, on aurait pu mobiliser les moyens plus Voilà, efficacement. j'entends bien. Donc dans les deux cas, au fond, ce que tu avances comme limitant dans la politique, c'est des questions de contraintes. Moi, j'ai l'intuition que nous en sommes au-delà de ça. C'est-à-dire que nous avons besoin de penser autre chose, un autre mode de développement, donc d'avoir d'autres concepts. C'est pour ça que je vous demandais, au fond, aujourd'hui, quelle est la critique plutôt radicale que l'on peut poser sur... Pour moi, je vais le dire franchement, hein, ça commence avec Tony Blair, Schröder, et puis finalement le ralliement de Jospin à la fin à cet axe social-libéral qui commence également aux États-Unis. Bref, on a tout ça qui va contaminer la pensée de gauche. Qu'est-ce qu'on est capable de penser aujourd'hui pour penser une autre façon de faire société, une autre dynamique sociale que celle de la compétitivité, de la productivité? Est-ce qu'il y a d'autres idées? Est-ce qu'il y a d'autres concepts? Enfin, oui. Des deux côtés, hein. Moi j'assure bien sûr, enfin, l'un puis l'autre, en essayant de se dire pas simplement la contrainte européenne, Non, pas non. simplement la contrainte budgétaire, d'autres dynamiques, d'autres Non, mais- concepts de dynamique sociale. d'un certain point de vue, parce que j'aimerais moi aussi qu'après on avance sur notre programme. Nous, ça fait 2 fois qu'on le porte à une élection. Oui, aujourd'hui, on est un pays, on a une chance d'être dans un pays qui produit des richesses. Évidemment que la question, c'est le partage des richesses. La question, elle est centrale. Et l'articulation entre la question sociale du partage des richesses, elle est liée à la question démocratique. Et on doit imaginer aujourd'hui d'autres institutions politiques pour que le peuple ait des moyens de contrôle. Là aussi, ça me semble fondamental. Et enfin, ce qui est apporté, et moi je dois avouer qu'entre l'homme que j'étais il y a 25-30 ans, question écologique, mais elle est liée, la question sociale et la question écologique, dans notre modèle de production, ça me semble une évidence. Bon, ça, c'est tout ce que nous répondrons aujourd'hui est autour de ce triptyque qui est écologie, sociale, haute partage des richesses, dans un pays qui n'a jamais été aussi riche, où les inégalités n'ont jamais été aussi fortes, et où enfin, c'est aussi l'impensé, et moi je pense une des erreurs politiques, parce qu'au-delà des femmes et des hommes, c'est le système institutionnel qui fait qu'on vote pour des gens, et qu'après, pour toute une série de raisons, le contrôle citoyen se perd. Moi, je veux une 6e République, je veux que le peuple discute de nouvelles institutions, je veux qu'on puisse contrôler les élus, je veux qu'éventuellement on puisse révoquer les élus, je veux qu'on ait des référendums d'intervention citoyenne. Et c'est social et écologique, parce que bien souvent, quand l'homme ou la femme politique qui est élu
se dit le rapport de force, je le sens pas, elle peut s'appuyer, ou il peut s'appuyer sur une mobilisation populaire. Moi, ce que je reproche, c'est ces défaites à froid, une victoire électorale. Et c'est pas après toi, sortons de ça, mais Hollande élu en 2012 qui dit ah j'ai pas pu, le rapport de force n'était pas là. Mais non, la question n'était pas personnelle, elle est aussi de pouvoir s'appuyer. Est-ce que je peux dire que les trois piliers que tu défends, que défend la France insoumise, partage des richesses, écologie, nouvelle ère démocratique. Moi, ce qui me rassure, c'est que c'est pas que la France insoumise qui défend ça aujourd'hui. C'est un partagé par beaucoup de gens d'un certain point de vue. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est oui, ça? Oui. Emmanuel, est-ce qu'on peut faire une réponse aussi? Ramasser les piliers d'un projet politique de la gauche pour la France, c'est ça. C'est répondre à la crise démocratique, réponse à l'urgence environnementale et retrouver un chemin de progrès social. La question après, c'est le comment, plus exactement. Et je pense que où le PS a fait un aggiornamento immense, c'est que, et d'ailleurs je pense que la LFI aussi, c'est qu'en fait la gauche post-Seconde Guerre mondiale est une gauche productiviste redistributive. On pensait que la croissance, la prospérité économique, en mettant des régulateurs, aboutirait à des phénomènes redistributifs. Ça a d'ailleurs été vrai à certains moments de cette longue histoire. Mais aujourd'hui, ça s'est grippé. Ça s'est grippé sur, là aussi, je pense, des diagnostics que nous avons en commun. Sous l'effet de l'économie financiarisée et mondialisée, nous avons abandonné du pouvoir politique au profit d'acteurs dont le raisonnement est celui de leurs intérêts propres. Deuxièmement, on est aujourd'hui dans un mode de régulation politique européen qui est devenu, et que j'appelle de mes voeux encore une fois, mais qui est venu là aussi amoindrir, impuissanter le pouvoir politique. Et troisièmement, la question de l'urgence environnementale qui est très liée à la question sociale, et là je pense qu'on est d'accord là-dessus. Pourquoi? Parce que simplement, les premières victimes de l'urgence environnementale, ce seront d'abord les plus précaires. C'est vrai pour deux choses. La première, c'est qu'évidemment, c'est eux qui sont les plus confrontés aux phénomènes climatiques exacerbés. Et deuxièmement, que si nous n'y prenons pas garde, s'installera une écologie politique, pardonnez-moi de la qualifier comme ça, de droite, c'est-à-dire qu'on imposera à chaque individu des restrictions à ses libertés en lui mettant de la fiscalité, etc., alors que nous devons y apporter des réponses globales. Et, pardon, mais on peut essayer de conflictualiser, etc., mais ce diagnostic-là, je le pense partagé largement à gauche. Voilà. On renvoie une question fondamentale que je voulais reposer à Alexis, c'est est-ce que LFI est de gauche? Je sais que oui, tu l'es, etc., mais est-ce que vous vous définissez comme de gauche? C'est quand même un préalable important quand on dit voilà. La même question pour la réponse est oui. Est-ce que vous voulez qu'on... Et tu sais que dans ce pays, le doute, il est plutôt sur PS. Il y a plus de gens qui doutent sur le fait que tu es un homme de gauche que de gens qui doutent de moi. Je te le dis tout de suite. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doutent ni de toi ni de moi là-dessus. Oh, mais j'en connais beaucoup qui pensent que le PS est plus gauche. Non, mais je ne suis pas le PS, moi. Je ne suis pas le PS, tu n'es pas la LFI, tu n'es pas Mélenchon. Ne nous faisons pas des procès globalisants. Non, mais d'accord, mais on a des voix, Alexis, on a des voix singulières, donc on s'exprime individuellement. Non, mais la réponse, je ne sais pas pour la LFI, mais en tout cas, oui, une immense majorité des acteurs, des cadres de la LFI et de leurs électeurs, à mon avis, sont de gauche. Et je pense que l'une des premières choses que nous devrions faire collectivement, c'est de remettre en place ces blocs idéologiques, parce que s'il y a un point sur lequel je suis d'accord, c'est que la politique, et en particulier française, se construit sur des confrontations claires. Voilà, claires. Et donc, si nous voulons réussir à avoir une majorité de gauche, peu importe de savoir qui le mènera à la bataille en 2022, c'est possible bien Mélenchon pour toi. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et bien, définissons de façon claire où nous sommes, où nous voulons aller, et puis évidemment, on essaiera de se mettre d'accord sur les points qui nous. Catherine Tricot, parce qu'il me pose une question. Est-ce que la LFI est de gauche? Oui, excellente question. Est-ce que le Parti socialiste est de gauche? Moi, je réponds d'abord parce que c'est une question intéressante. Notamment en 2017, on a beaucoup avancé là-dessus. Ça pouvait amener d'ailleurs en désaccord avec toi sur le fait qu'on était attaqué, on traitait de populiste, et il m'est arrivé quelquefois de dire chiche, pourquoi pas, si on en sous-entend là un mouvement qui se veut populaire, parce qu'on n'aimait pas le fait qu'un mot qui a pour racine le mot de peuple soit méprisé. Alors le problème de populisme aujourd'hui, c'est que tout le monde est populiste, enfin, ça ne signifie pas grand-chose.
L'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, une fois de plus, c'est pas seulement, moi je suis un homme de gauche, moi j'ai rien à prouver à personne, c'est toute ma vie, je me fous quelque part, je me réclame même pour ceux que ça horrifiera, pas sur regard, moi je me considère comme marxiste, et puis j'essaie de me cultiver à d'autres sources intellectuelles aujourd'hui, bon bref, je suis de cette histoire-là, et je suis un républicain, passionné par la Révolution française, un jacobin, si ça fait s'évanouir des gens, mais finalement c'est pas très intéressant, du moins, ce que je... Oui, non mais... Oui, mais derrière moi, ce que je veux dire, l'analyse qui est la nôtre, a été de considérer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en France qui ne se latéralisent plus spontanément parce qu'ils sont paumés. Ils sont paumés, notamment dans les milieux populaires. Et donc on leur donne des repères ou on les laisse? Voilà, on leur donne des repères, mais en reforgeant y compris un nouveau vocabulaire politique, une sémantique politique que les gens comprennent, qui n'est pas nécessairement pour te dire se faire plaisir, aller dans les manifs avec tes drapeaux rouges et faire claquer et leur faire visiter un musée. Regarde comme la gauche était belle et je te fais découvrir Léon Blum, Maurice Thorez, ce qui pour beaucoup de gens ne signifie pas grand-chose. Mais comment on reforge cet idéal dont on parle, qui est une évidence pour beaucoup de gens, que le système économique fiche en l'air la planète, qu'il y a des injustices et que le système n'est pas démocratique, d'accord? Et qu'éventuellement, là où est l'enjeu, c'est pas en s'en prenant aux plus faibles et aux étrangers qu'on va s'en sortir. C'est là où est la discussion dans certains milieux qui sont un peu paumés. Donc ce que nous avons cherché à faire, bon, c'est un grand mouvement populaire qui cherche à rassembler, bien entendu, la gauche, mais aussi au-delà, le peuple. Parce que le peuple, spontanément, quand il se rassemble sur des questions d'intérêt général. Voilà. Alors, ça a horrifié certaines personnes. Mais ce que je veux dire, c'est aussi l'enjeu qui vient pour la suite. Je sais pas, c'est qu'en 2022, c'est pas seulement les belles personnes de gauche qui vont faire la différence si on veut battre Macron et l'extrême droite. C'est comment on remobilise des milieux populaires qui sont en colère. Qui sont un peu en colère après moi, mais qui sont pas mal surtout en colère après le sentiment que voter pour les partis classiques, et en l'occurrence le PS, ils se sont fait rouler plusieurs fois. Comment on les remobilise? Pas en réglant nos comptes, ça n'intéresse personne, mais comment on propose un programme, d'une perspective politique. C'est là où notre débat avance. Moi, le reproche que je te fais c'est qu'à l'heure actuelle, je répète, moi j'ai pris plaisir à cette discussion, quel est ton programme? Quelle est ta pièce d'identité? Qui es-tu, toi, au sens large? Moi, je veux dire, nous, pour l'instant, on avance, on a pris l'initiative parce que c'est le Covid, c'est compliqué avec Mélenchon, dire avançons sur un programme. Le nôtre, on fait ses cahiers, je te les offre, tu verras, tu les as. Non mais, discutons du fond, critiquez-nous là-dessus. Et moi, je respecte l'idée que des gens me disent, bah ta 6e République, la méthode, etc., c'est pas comme ça. Discutons sur le fond. Tu as dit que tu étais d'accord pour ces institutions, il y a un problème démocratique. Nous, on propose des choses, si vous voulez discuter avec nous, et on a écrit au Parti Socialiste, et Olivier Faure nous a envoyé balader. Dernièrement, tu peux même lui faire passer le message, pourquoi tu réponds pas aux insoumis. Discutons sur le programme. On a fait pareil avec les Verts, avec tout le monde. Engueulons-nous quelque part, mais discutons sur le programme. Nous, Mélenchon, on aime ou on n'aime pas, mais il y a un programme. Donc, c'est ça le désaccord. Moi, je ne veux pas parler de uniquement partir des sondages et de la physionomie. Hidalgo, je ne sais pas ce qu'elle propose pour le pays. Et je ne sais pas même ce que beaucoup d'autres proposent. Je la connais sur le plan personnel, j'ai pas de désaccord. Elle n'a pas toujours été gentille avec moi. Mais discutons sur le fond. Été gentille avec elle. Moi, je n'ai jamais fait une déclaration contre elle. Toi, ce que je te reproche, c'est que si tu veux mener la discussion, et si tu viens aujourd'hui avec moi, discuter, et tu as bien raison. Discute sur le fond. Traite pas Mélenchon de misogyne, ça sert à rien. Traite pas Mélenchon d'idiot utile du macronisme. Ça, ce que Jean-Luc n'a jamais fait contre Anne Hidalgo, ça ne sert à rien. J'espère que tu le regrettes. Tu le regrettes ou pas? Non, enfin, peu importe que je regrette ou pas. Ça sert à rien. Alexis, c'est assez marrant ça. Jean-Luc Mélenchon, pareil ce matin. Est-ce qu'il est misogyne? Non, il n'est pas misogyne. C'est ses déclarations. Enfin, mes déclarations. Mais parce que mes déclarations suivaient celles de Jean-Luc Mélenchon. Ça me refait penser ce matin aux déclarations. J'ai vu. Attends, je ne laisse pas finir ma phrase. Il y a une du Nouvel Observateur. On est pas tous au courant. Voilà, raconte. Non, mais ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Peut-être un enseignement quand même pour la gauche. Un enseignement pour la gauche. Jean-Luc Mélenchon, ça lui arrive d'avoir des paroles un tout petit peu fracassantes. Le bruit et la fureur. Mais en l'occurrence, il s'exprimait. Je réagissais à une de ses déclarations sur Anne Hidalgo, dans lequel il l'accusait, ce qui est un mensonge, je vais lui accorder le doute de la bonne foi, dans lequel il disait, enfin, Anne Hidalgo assume, etc., c'est une macroniste, etc. C'était ça la déclaration. Pardon, je vais rappeler ce qui s'est passé. Anne Hidalgo dit que les écolos sont ambigus sur la République, par rapport à une controverse à Paris. Oui. Elle nous traite d'ambigus, et elle se permet même de dire, je crois que Mélenchon est ambigu sur la République. Il y a une Nouvelle Obs où Anne Hidalgo, là-dedans, et Jean-Luc ironise en disant « Ah, mais
effectivement, elle n'est pas ambiguë par rapport, je suis plus au milieu d'affaires ou je ne sais trop quoi. Et toi, tu réponds. Non, mais tu as le droit de pas être d'accord. Tu réponds qu'il est misogyne. Mais quel est le rapport avec la misogynie là-dedans? Alors, On pardonne-moi. a le droit de critiquer Anne Hidalgo ou elle est intouchable? Pardonne-moi. On a le droit. On a tout à fait le droit. En plus, on a l'habitude, c'est la ville. Alors pourquoi tu traites de misogyne? Mais parce que, d'abord, franchement, je trouve ça toujours curieux que toi, ou un certain nombre de cadres de la LFI, qui être, souvent, je te le dis, et il faut y faire attention, dans l'outrance verbale. Moi, je te traiterai jamais de misogyne. Non, je te le dis. D'accord. Je n'utiliserai pas ça comme argument. Alexis, m'a pas qu'apporté. les propos de Jean-Luc Mélenchon contre Anne Hidalgo étaient injustes sur le fond, mais t'as le droit, inélégants sur la forme. Voilà. Inélégant. Oui, inélégant sur la forme. Attends, et donc ça fait beaucoup. Est-ce que je suis ambigu sur la République? Non, toi non. Est-ce que Mélenchon est ambigu sur la République? Il dirige un mouvement politique dans lequel il y a, je le crois, des ambiguïtés. Alors allons-y. Oui, ça c'est très. Non mais attends, pardon. Moi, ça fait partie des questions que je voulais vous poser à propos de, au fond, qu'est-ce qu'on veut, parce que vous avez donné à peu près tous les deux une définition grosse maille qui n'est pas incompatible. Non, c'est exact. Justice et démocratie. C'est une espèce de triptyque qui, je crois, fait à peu près le socle aujourd'hui de la gauche. Donc, par contre, ce que je note, c'est qu'il y a, alors qu'il y a cet échec de ces 20 dernières années, voire plus 35 ans peut-être, si on remonte à la fin à la période de Mitterrand, parce qu'il a quand même ouvert cette période de désillusion vis-à-vis de la gauche. Là, aujourd'hui, on en est sur des attaques extrêmement dures contre les personnes, éventuellement, et là, contre des forces politiques. C'est-à-dire que c'est quand même très étrange d'entendre dire il y a un problème sur la République avec les écologistes et la France. Non, là, on a ce n'est pas ce que je. Non, attention. Non, mais tu as raison, parce que. La déclaration de Anne Hidalgo. Oui, d'abord, Anne n'a pas dit ça, elle n'a pas dit ça, elle a dit il y a certains qui. Enfin, il faut faire attention à faire des commentaires qui correspondent à la réalité de l'expression. Non, mais même, quel est l'intérêt de dire certains qui? Parce que ça, on peut toujours dire il y a certains qui. Ça renvoyait à des sujets particuliers. Et je veux donner quelques éléments de lecture. Alexis, je connais tes engagements sur la question de la laïcité. Je les sais sans ambiguïté aucune. Celle de Jean-Luc Mélenchon. Je les sais. Je ne connais pas personnellement Jean-Luc Mélenchon. Alors je me garde bien de. Son histoire politique. Exactement. Son histoire politique montre un attachement extrêmement fort. Et je pense que dans l'immense majorité des cas, enfin moi en tout cas, je n'ai jamais, dans l'immense majorité des cas, pas entendu d'expression. Mais il y a aujourd'hui à gauche, et c'est un sujet dont nous devons parler, mais parlons-en, s'il nous reste du temps, parlons-en, qui est celui de la relation à la République et en réalité celui à l'articulation avec la lutte contre les discriminations et la lutte contre le racisme, qui sont des combats fondateurs à gauche. Oui. C'était des combats fondateurs pour toi, ça l'est pour moi, même si moi je rentrais en militantisme à des époques où c'était moins, j'allais dire, puissant et novateur que ça l'était dans les années 70-80. Et je pense qu'aujourd'hui, sur le motif de la lutte contre les discriminations et de la lutte contre les discriminations, contre le racisme en général, il y a des formes de complaisance avec des mouvances politiques sur laquelle nous avons des divergences de valeurs. Qui chez ELV, qui à la France Insoumise? Pardon. Franchement. Tu sais pourquoi je te reproche? Parce que Darmanin me fait le coup à l'Assemblée nationale. Blanquer me fait le coup à l'Assemblée nationale. C'est l'agenda macroniste. Les islamo-gauchistes, l'ambiguïté. On ne sait pas de qui. Alors dis-moi quoi. Jamais je ne dirais ça. Jamais je ne dirais ça parce que Emmanuel, ça vise le débat sur l'islamo-gauchisme qui est un truc vraiment piégeux pour la gauche. C'est vraiment la gauche qui se parle à elle-même, etc. Ouais. Ce sont des adversaires politiques qui essayent d'instrumentaliser de façon nauséabonde, exactement, de nous fracturer et de nous mettre en confrontation. Inventé par Valls et le PS à l'époque, qui nous avait déjà traité comme oui. Non, mais je sais très bien. Je connais l'histoire des gauchers réconciliables, à l'époque dire arrête Manuel Valls, c'était conneries. Non, le sujet, c'est celui, et je sais que tu le portes, de l'intransigeance avec les valeurs de la République et le combat contre toutes les formes de radicalité religieuse. Toutes les formes de radicalité religieuse et l'entorse. Emmanuel, on est d'accord. Est-ce que Mélenchon est ambigu là-dessus? Oui, non, Mélenchon. Non, peut-être il n'est pas ambigu. Merci. Mais dans la LFI, il y a des voix qui portent
En gros, l'indulgence, pardon, excuse-moi, mais attends, on a le droit de se le dire. Mais au PS, il n'y en a pas des gens ambigus? Alors, je crois pas. Vis-à-vis du communautarisme? Non, je crois pas qu'on est au PS, non. Et puis d'ailleurs, Olivier Faure a eu l'occasion de s'exprimer des religions clairement là-dessus. Non, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens aujourd'hui de dire qu'il faut être intransigeant? Alors, la réponse est non. La réponse est non. Parce que là, je pense qu'on est quand même dans une situation qui est suffisamment grave pour se dire qu'il faut qu'on réfléchisse. Qu'on dépasse ça. Voilà, et être intransigeant. Je ne sais pas, parce que chacun met l'intransigeance. L'intransigeance est plus intransigeant que l'autre, etc. Mais moi, je suis d'accord. Moi, je pense. L'intransigeance n'est pas une valeur. Premièrement, tu as raison. Et deuxièmement, si tu permets, surtout, si on a des choses à se dire, on se dit les choses. Pas des propos ambigus qui ne veut rien dire. Il y a des gens, ça je sais pas. Si tu me dis à la France, il y a telle et telle personne qui a eu tel propos, telle attitude intolérable, on va discuter. Mais tu comprends ce que je veux te dire? C'est que si tu fais ça, tu aides le macronisme à fracturer. Écoute-moi. C'est un discours qui est porté pas sur des personnes. Tu aides le gouvernement, Emmanuel. Et mon propos est de les dépasser et pas d'en débattre pendant 20 minutes, ça n'a aucun intérêt. Oui, Emmanuel, donc tu es d'accord avec moi que ne le refaites plus, parce que je ne sais pas, et toi tu l'as fait, et même Anne Hidalgo, tu vois, je défends même mes petits copains de LV, parce qu'ils ne sont pas ambigus sur la République, sinon virez-les de la majorité, parce que tu peux pas, mais imagine comme c'est blessant que des gens arrivent, on te traite d'ambigu, tu sais pas ce qu'on te reproche, l'ambiguïté. Moi, il m'a fait le coup, Darmanin. Monsieur Corbière, dans votre circonscription, vous êtes ambigu. De quoi il parle? Je sais pas. Moi, je discute avec le commissaire, le préfet. Personne n'a jamais. C'est dégueulasse. Donc, non, mais moi, je... D'accord. Alors, c'est une bombe à fragmentation contre le rassemblement. Non, mais... Tu comprends ce que je veux te dire? Mais je suis d'accord. Si on veut se rassembler, moi, je suis pour qu'on s'engueule sur des programmes. Je suis d'accord avec ça, Alexis. Alors, mais à la condition de se projeter, à la condition de se projeter non pas sur l'exégèse de l'élasticité de nos rapports à la République, etc., mais de nous réunir sur, y compris quand on a des histoires et des sensibilités différentes sur ces sujets-là, sur ce qui nous rassemble. Qu'est-ce qui nous rassemble? Lutter contre les discriminations, lutter contre le racisme et trouver le moyen de rassembler autour de projets précis. Moi, ce que je te propose, c'est discutons d'un programme. Dans le Nord, on est en train de se rassembler dans les Hauts-de-France. On y arrive. Et nous, on a pris l'initiative derrière Karim Adeli, c'était pas simple, pas évident. Et Patrick Caner est venu, nos amis communistes, sur la base d'un programme. Si vous voulez, nous, on vous dit, c'est pour ça que je suis venu procéder grossier, mais mes amis de regard me pardonneront, discutons. Hidalgo, elle dit qu'elle est candidate. Depuis le mois de janvier, je regarde, il y a une plateforme que vous avez fait, il n'y a pas encore une seule proposition. Moi, je ne veux pas que la discussion ait lieu. La plateforme n'est pas encore lancée, Alexis. Bon, tu es impatient, tu es impatient. Oui, mais on reconnaît que ce serait paradoxal qu'elle soit candidate sans qu'il y ait un programme. Ça c'est sûr. De toute façon, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucun autre nom qui émerge. Donc on va prendre par hypothèse que Anne Hidalgo serait candidate, qu'il y aurait un candidat écologiste. Oui, ou même un candidat socialiste. Ce que je veux dire, et là où au regard vous pouvez être utile. Ou un autre candidat insoumis que Jean-Luc Mélenchon. Non, mais on peut s'arrêter là-dessus, éventuellement. Alors, pour quelle raison? Et moi, je te dis, là encore, dans les quelques minutes, on est long, mais peut-être qu'on arrive à un moment qui est intéressant. Moi, je suis prêt à discuter. On s'est dit des choses intéressantes, mais moi, je suis sensible à l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait de division artificielle et pas d'unité superficielle. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose un peu de solide pour créer la dynamique dont j'ai parlé. Pas seulement les femmes et les hommes militants qui sans doute nous regardent, mais aussi ces milieux populaires, etc. Donc il faut qu'il y ait une question du programme et une incarnation à un moment donné. Moi, je suis prêt à discuter, et même Mélenchon, à discuter du fait que nous, on avance comme candidat parce qu'on pense que Mélenchon est connu, etc. Mais ça peut s'incarner peut-être à un moment donné dans quelqu'un d'autre. Mais il faudra d'abord discuter en même temps du programme. Bien sûr. Donc, moi, j'invite à ce que, si vous voulez... Mais je ne pars pas du principe que tu es en train de dire que, sauf Mélenchon. Parce que moi, la discussion, je ne dis pas sauf un tel ou un tel. Non, mais je suis pas d'accord. Donc, tu es prêt éventuellement. Ça peut être Mélenchon, le candidat du rassemblement que tu appelles. Attends, Alexis, je partage. Est-ce qu'intellectuellement, tu es d'accord avec ça? Alors, je suis d'accord, mais je précise, mettons de côté le sujet de l'incarnation. On sait très bien que la gauche, elle a un défaut aujourd'hui de doctrine, de chemin qu'on appelle projet dans sa forme aboutie, mais au départ, c'est même partager les valeurs, les diagnostics, quand on écrit au PS, etc. En disant, discutons. Et donc, mettons de côté le sujet de l'incarnation et créons le cadre de dialogue sur le fond. Parce que c'est pas vrai. Enfin, moi, je veux bien que tu me donnes tes livrets. Si j'avais eu l'occasion, je t'aurais amené un smirmorque. Toutes les organisations politiques travaillent. Toutes les organisations. La LFI, le PS, Génération, ELV, plein de cercles de gauche
comme l'a connu heureusement la gauche à la fin des années 60 et dans les années 70, qui a été un préalable indispensable pour créer le chemin du projet de l'Union qui a conduit à 81. Je ne veux pas être sectaire, mais je t'assure que je n'ai pas vu depuis 2017. Non, mais je n'ai pas vu depuis 2017 un texte fondateur émanant du PS sur quelles sont les erreurs qui ont été faites et comment ce projet. Je te promets, donne-moi une bonne. Je t'enverrai. Non, mais dis-le parce que je ne l'ai pas vu. Je t'enverrai des productions, mais pas que réduis pas ça à LFI et au PS. Il y a aussi plein d'autres cadres qui travaillent. C'est le cas dans plein d'associations. Tu évoquais la société civile, les citoyens. Oui, mais c'est fondamental. Qu'est-ce que vous en reprenez? Qu'est-ce que vous reprenez? En effet, vous avez plein de cadres autour de vous qui travaillent. Mais plein de gens travaillent. Des universitaires, y compris qui ne veulent plus être engagés dans des partis. Tu sais très bien quand même que la forme parti s'est épuisée. Peut-être ça reviendra un jour, mais pour l'instant, les gens n'ont pas envie d'y aller, etc. Donc, il faut créer le cadre de travail. Le sentiment qui pourrait nous animer ou animer d'autres partis de gauche, c'est que Jean-Luc, c'est que on va, modestement, on va essayer d'y contribuer, mais le sentiment que peuvent avoir d'autres partis, d'autres mouvements de gauche, c'est précisément celui que tu entends me renverser et dénoncer. C'est que la LFI fasse de la candidature de Jean-Luc Mélenchon un préalable à la discussion. Et donc, faut qu'on arrête de jouer aux idiots. C'est parfait, clarifions-le, et c'est parfait. Parce que si on joue tous aux imbéciles en faisant, même sans le dire ou en disant le contraire, mais qu'en réalité on sait que le préalable, c'est que on veut bien créer un projet commun, mais enfin on entend d'abord qu'il soit porté par notre champion ou notre championne, pour ce qui me concerne, c'est sûr qu'on va au carton. Et on verra dans un deuxième temps qui est en situation de mieux le porter. On verra d'ailleurs si le travail de réflexion sur le projet aboutit. Parce que moi je veux dire, je suis comme toi, je suis pas dans l'incantation de l'unité. Soit on a un projet politique qui est suffisamment clair pour le partager, on voit comment le porter ensemble, soit c'est pas le cas et on assume la différenciation de premier tour. Parce qu'on n'y arrive pas. Concrètement, il reste 6 mois là pour le faire. Un peu plus, un peu plus. Non, enfin au mois de décembre, il vaut mieux quand même qu'on ait un peu les idées claires sur le projet et peut-être sur le candidat ou la candidate. Jusqu'à décembre, on a jusqu'à décembre. Jusqu'à décembre, c'est pour ça que je mets entre parenthèses le mois d'août et même le mois des élections régionales. Donc la question est... Donc, vous avez l'air de dire l'un et l'autre que vous êtes d'accord pour ce travail de confrontation sur le programme et puis de voir après s'il y a une possibilité d'avoir un candidat commun. Est-ce que je résume bien ce point de vue de l'un et de l'autre? Ton résumé n'est pas malhonnête. Nous, on l'a dit, pour qu'on commence si tôt avec Mélenchon, c'est qu'on pense que la pire des choses dans ce contexte, c'est que il y a personne qui avancent. Donc de ce point de vue-là, il y a notre programme qu'on connaît déjà, il y a ces petits cahiers, les émissions, et on est pour. On a envoyé ça à toutes les formations politiques, même le Parti socialiste. Et moi, écoute, je suis pas organisateur, mais de ce qu'on fait, notamment cet été, nos journées aux amphis, ça peut valoir le coup s'il a envie un peu. Ça fait un cadre de travail. Non, mais ça peut. Oui. Non, mais écoute, la première des choses, c'est quand nous on dit discutons du programme, au moins qu'on nous réponde. Ça peut commencer par là. Et voilà. Et là où Emmanuel Grégoire aussi peut peut-être avoir raison, c'est que s'il y a des désaccords de fond, on a évoqué à rentrer à la question européenne et tout, moi je suis pour que les gens comprennent pourquoi des gens ne se sont pas mis d'accord. Et ça peut être honnête. Mais j'invite chacun à l'heure actuelle et là où je trouve intéressant, c'est que j'ai parfois entendu, là c'était plus Yannick Jadot, il faut occuper l'espace entre Mélenchon et Macron. J'observe que toi c'est pas ton état d'esprit et c'est plutôt bien, et tu conçois plutôt l'idée qu'il faut rassembler ce qui peut être rassemblé en discutant du fond. Si ce débat a une utilité ce soir, c'est de dire discutons du fond, voilà. Moi je pense que ça passera nécessairement, sans vouloir régler des comptes, par des bilans net sur qu'est-ce que c'est qui a échoué, et ça c'est surtout vous, parce que nous on n'a pas encore eu la chance de diriger ce pays, l'an prochain, attendons jusque là, mais on va y arriver, pas tout de suite, et la seule dynamique populaire que nous pourrons créer, ce sera sur des idées, et à partir de là, il y a des évidences qui se feront, parce que de ce coup des gens, des femmes, des hommes apparaîtront comme inutiles, et de l'autre coup, des gens apparaîtront comme ceux qui portent ça. Allez, 2 mots pour finir. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, la gauche a une chance en 2022 ? Moi, je le crois. D'abord, je le souhaite. Dans ces conditions, c'est-à-dire dans les conditions qu'on vient de dire. Oui, du chemin de l'union. Moi, je le crois. Je le crois évidemment, parce que quand on fait de la politique, on se dit qu'il y a un chemin possible. Mais surtout, je le souhaite parce que notre pays est guetté par 2 dangers immenses. Le premier, c'est celui de l'indifférenciation. C'est ni gauche ni droite. Certains le théorisent en disant le en même temps, d'autres le théorisent en disant finalement il reste que les populistes face aux progressistes ou face aux démocrates. Et moi je déteste ça parce que c'est la pire des confiscations démocratiques. Or il y a des nuances, il y a des projets différents, etc. Mais on doit remettre
de la clarté, de la différenciation entre les projets politiques, parce que sinon, le risque, c'est qu'on pousse l'électorat par colère, parfois légitime, par lassitude, dans les bras des extrémistes et des populistes. Et la deuxième chose, qui est vraiment un petit conseil que je me donne à moi-même en même temps que je le donne aux autres, c'est d'éviter de se diaboliser les uns les autres par pur réflexe tactique. C'est-à-dire de dire que le PS, c'est comme le macronisme en plus édulcoré, ou qu'à l'inverse, la France insoumise, c'est du populisme d'extrême gauche rétrograde. Si nous faisons ça, d'abord, nous condamnons la gauche à la nuit, au moins un truc sur lequel je suis d'accord. Et deuxième chose, trace misogyne ou d'ambigu, mais écoute, les réseaux sociaux sont les ennemis de la démocratie et du rassemblement de la gauche. Donc évitons de faire les commentaires les uns sur les autres sur les réseaux sociaux et ce sera parfait. Et la deuxième chose, c'est qu'on définisse une méthode, je pense, qui associe tous ceux qui se disent de gauche et qui veulent pouvoir offrir un chemin créant une alternative. Évidemment le PS, la LFI, mais Génération, d'autres cultures ou partis plus traditionnels, aussi, parce que sinon on ne sera jamais majoritaire, aussi tous les mouvements qui ne sont pas dans les partis, les associations, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de cercles. Je crois qu'il y a tous les ingrédients d'un rebond, tous les ingrédients de la création d'un projet d'enthousiasme et pas comme tu l'évoquais très justement, qui est celui de la gestion des contraintes dans un monde qui est terrible et condamné au déclinisme, et que s'il y a de la volonté, s'il y a une méthode de travail respectueuse, eh bien, quand bien même ça n'aboutirait pas à un programme commun, parce qu'il ne faut pas faire semblant qu'on va surmonter toutes nos différences, eh bien, ce climat de respect, il sera utile pour 2022 à nous tous, et il pourra être utile pour la gauche à l'avenir en général. Je crois que c'est une responsabilité historique que nous avons et qu'on peut tous essayer très modestement où on est, d'essayer d'y contribuer. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de fatalisme, évidemment, que ce que nous disent pas les sondages, moi j'ai horreur de discuter à partir uniquement de ce que nous disent les sondages, c'est qu'il y a des millions de gens, en particulier sociologiquement très ciblés, on les connaît, tu connais la Seine-Saint-Denis en particulier, qui sont actuellement abstentionnistes. La question c'est, est-ce que ces gens-là vont se mobiliser et vers qui ils vont aller bon. Donc il faut parler à ça. L'enjeu de l'élection 2022, c'est pouvoir créer cette mobilisation populaire. Alors on va y arriver. Là encore, s'il y a une division artificielle, ça va désespérer beaucoup de gens, ça c'est une évidence. Mais il y a des dynamiques, on vient d'en parler un peu, sur des contenus à créer. Voilà, ça il faut y arriver. C'est la tâche de l'heure. Moi je ne crois pas que les gens aient envie à nouveau de, c'est un peu bateau parce que maintenant c'est assez établi, de revivre le débat Macron-Le Pen. Ils cherchent à l'heure actuelle. Donc nous là-dedans, avec notre méthode qui est la nôtre, que certains pourront juger peut-être rustique, on avance parce qu'on se dit après tout, y compris voilà, Mélenchon, c'est un point de repère pour beaucoup de gens. Et on va voir ce que ça produit. On en parle ce soir. On discute en programme, on va discuter programme. Et il y a peut-être des choses qui sont des évidences qui vont avoir lieu. C'est pourquoi moi, je fais pas de préalable, mais je veux lever aussi des obstacles que des gens ne commencent pas la discussion en disant tout sauf lui, tout sauf Mélenchon. Non, discutons d'abord du programme. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. C'est possible qu'on n'y arrive pas. Mais en même temps, comme dit l'autre, je sens que dans ce pays, il y a quelque chose qui... voilà, on va voir les régionales. C'est la pire des élections d'un certain point de vue, les régionales. Mais en même temps, il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes. Nous, on cherche à faire la démonstration, la France insoumise, qu'on est plutôt... dans les Hauts-de-France, on a débloqué un peu la situation qui permet on se rassemble. On va le faire dans d'autres régions. En Ile-de-France, Clémentine Autain avec le PC, ça aurait pu être un peu plus large, alors que parfois nos amis écolos étaient un peu du genre c'est derrière nous ou rien. Bon, et voilà, on va voir ce que tout ça produit. Si on met du contenu, si on est présent, par ailleurs on n'a pas beaucoup parlé, dans beaucoup de mobilisations sociales aussi qui ont lieu dans ce pays. Hein, il ne suffit pas de dire il y a des associations, des gens qui partent, il faut leur être utile. Et là aussi, je pense qu'il faut qu'on se mette au service de toutes ces mobilisations citoyennes pour renouer cette confiance. Eh bien, actuellement, on est un peu dans un moment figé, hein, Covid, on ne peut pas faire de réunion publique, mais moi j'ai tendance à penser qu'une fois que l'été sera passé, si on ne fait pas les imbéciles, s'il y a des gens qui se parlent, il peut y avoir à la rentrée une dynamique différente. Parce qu'il n'y a pas de... Voilà, il ne faut pas accepter l'espèce de choses dans lesquelles on veut nous imposer, soit de dire bah, finalement c'est plié d'avance, ou alors rassemblez-vous à n'importe quelle condition. C'est pas non plus ce que je pense. Moi je suis pour qu'on travaille à ça. C'est pas non plus au secours, quiconque essaie de faire entendre sa voix, tais-toi. Et parfois que certains retrouvent des vieilles habitudes en disant c'est derrière nous qu'on doit se rassembler, soyons raisonnables. Je n'y crois pas. Donc voilà, c'est du boulot. Hein. Bah, merci. Beaucoup de travail. On en sort. On a fait un progrès dans cette discussion. En tout cas, moi, je le vois comme ça.
Je vous remercie tous les deux. Merci de l'invitation. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.